Raphaël Gérard, vous avez la parole. Si le micro allumé à part le mien. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Je voulais tout d'abord vous féliciter pour ce rapport que moi je trouve très exhaustif sur la question des discriminations dans les Outre-mer. Un travail qui s'inscrit dans la parfaite continuité du rapport que j'avais eu l'occasion de présenter avec mes collègues, nos collègues Laurence Vansenbroek-Mialon et Gabriel Serville sur les LGBT-phobies dans les Outre-mer. Et je voudrais rappeler ici qu'en fait il n'y a pas de différence de nature entre ces différents types de discrimination et c'est important qu'on le souligne. Il faut rappeler aussi que dans le sud ségrégationniste des États-Unis, des hommes et des femmes ne pouvaient pas se marier parce qu'ils n'étaient pas de la même couleur de peau. Et ça, pendant longtemps, il a fallu attendre la décision nécessaire et courageuse de la Cour suprême en 1969, qui porte le joli nom de Loving versus Virginia, pour qu'enfin chaque citoyen et chaque citoyenne américain puisse se marier avec qui il ou elle souhaitait. En France, il a fallu attendre la loi sur le mariage pour tous en 2013 pour autoriser les couples de même sexe à se marier, avec un droit qui reste, on l'avait souligné dans notre rapport, souvent encore un droit à conquérir dans certains territoires ultramarins si on se fie aux statistiques du nombre de mariages. C'est la preuve, s'il en est besoin, que le racisme et l'homophobie ne sont que les deux faces d'une même pièce, celle du refus de la dignité humaine, tout simplement. Or, ces deux combats, cette quête convergente au service de l'égalité républicaine passe parfois par l'appropriation des mêmes outils et c'est pour cette raison d'ailleurs que le gouvernement a récemment élargi sur le modèle de la DILCRA avec un H à la fin, le champ de compétences des CORA dont vous avez souhaité valoriser le rôle dans les territoires ultramarins dans votre rapport. Pour illustrer mon propos, je voudrais m'attarder plus particulièrement sur la question des violences faites aux femmes, un sujet qui continuait d'endeuiller chaque semaine l'actualité de notre pays, y compris dans les territoires ultramarins. Vous imputez dans votre rapport le climat de sexisme et de violence qui prévaut en Outre-mer à deux facteurs principaux. Le poids des stéréotypes de genre, qui s'enracinent dès l'adolescence et qui s'ancrent dans un contexte culturel postcolonial marqué par une affirmation exacerbée de la masculinité, et d'autre part par le poids de la famille et de l'organisation familiale, notamment matrifocale dans le contexte antillais, qui valorise le rôle domestique de la femme. C'est un point qu'on avait souligné et nous avions identifié exactement les mêmes facteurs aggravants de l'homophobie et de la transphobie en Outre-mer. Ce qui veut dire que les violences faites aux femmes et les LGBT-phobies relèvent des mêmes ressorts sexistes. C'est donc intéressant, selon moi, dans la construction et le déploiement de nos politiques publiques en matière de prévention de ce type de violence, de décloisonner la lutte entre le sexisme et la lutte contre les LGBT-phobies et d'adopter une approche à la fois inclusive et intersectionnelle. Pour ça que je pense que les séances d'éducation à la sexualité, vous avez beaucoup parlé du rôle de l'école, qui constitue une obligation légale depuis la loi de 2001, ne doivent pas aborder uniquement la question de l'égalité femmes-hommes ou la question du consentement, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on voit que ça reste assez insuffisant comme vous le décrivez, mais qu'elle devrait plus largement aborder la question des stéréotypes de genre qui nous amènent à avoir des conceptions très normées de la masculinité, de la féminité. Et je voulais savoir si vous avez pu évaluer la mise en place de ces séances dans les territoires ultramarins. Et je vous rejoins d'ailleurs sur les propositions que vous formulez, de savoir à savoir de l'amélioration de la formation des enseignants en la matière. L'article L721-2 du Code de l'éducation concernant les missions des SP futurs INSPE et la formation mentionne déjà l'organisation de formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes pour les enseignants et à la lutte contre les discriminations. Il faudrait aujourd'hui que ce soit systématique et que les pratiques dans ces INSPE soient homogénéisées à travers tout le territoire et c'est sans doute le rôle de l'arrêté ministériel qui doit prochainement fixer le cadrage national de référentiel de formation. J'aimerais également savoir si les acteurs que vous avez rencontrés sur le terrain sur la thématique de l'égalité femmes-hommes, y compris les associations de femmes, sont bien sensibilisés à la question du continuum des violences sexistes et LGBT-phobes et si elles prennent en charge les femmes lesbiennes notamment. On avait souligné dans notre rapport qu'il y a une vraie difficulté en Outre-mer à mobiliser des bénévoles sur les thématiques spécifiques des LGBT-phobies et de
parce qu'il y a souvent une peur d'être stigmatisé en tant que bénévole, et ce qui entraîne une vraie difficulté de survie de ces associations. Donc dans ce cadre, je me demande dans quelle mesure est-ce que le champ d'action de certains acteurs dédiés à l'égalité femmes-hommes ne pourrait être élargi, dans certains cas, à la question plus générale du genre, pour prendre en compte tous les pans des violences sexistes, dont les LGBT-phobies. On pourrait ainsi trouver dans les droits des femmes les associations de défense des droits des femmes, des relais d'accompagnement et de prise en charge, notamment des victimes lesbiennes victimes de discrimination. Je vous remercie. Merci, cher collègue Raphaël Gérard. Comme nous avons un certain nombre de questions, j'invite les collègues à une forme de synthèse de leurs interventions, si possible, bien évidemment, même si le sujet est fondamental et important. Jean-Hugues Raton.